Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. C'est un sujet, à notre avis, crucial. Le dernier sujet de cette émission, le sujet numéro 5. Écoutez bien l'énoncé du sujet 5 de cette émission. Phénoménologie. N'ayez pas peur des mots. Le français est une langue étrangère pour les Africains. Phénoménologie du terreau-journalisme france-africain. Wassim Nasr, Serge Daniel Bobo Oundada, François Soudan, Marwan Ben Yamed, Anne-Fleur Lespio et compagnie. J'explique d'abord le titre de cette partie de l'émission, de cette dernière partie. Et je vous demande de la partager encore un coup. Que veut dire phénoménologie? C'est-à-dire la description d'un phénomène. Le mot phénoménologie est un mot français d'origine grecque. Il est composé de deux mots, phénoménon, qui veut dire ce qui apparaît, et logos, qui veut dire le discours, la description. Donc la phénoménologie, c'est la description de ce qui apparaît. Ensuite, il y a un deuxième mot que j'emploie. Phénoménologie du terreau-journalisme. C'est quoi le terreau-journalisme? C'est le terrorisme journalistique. Ou encore le journalisme terroriste. En fait, c'est l'instrumentalisation de la presse au service des objectifs des groupes terreau-impérialistes. C'est ça la définition. Qu'est-ce que c'est que le terreau-journalisme? C'est un mot composé. Terreau. T-E-2-R-O, journalisme. Alors, le terreau-journalisme, c'est l'instrumentalisation de la presse, donc du journalisme en général, par les objectifs des groupes terreau-impérialistes. Autrement dit, le terreau-journalisme, c'est une pratique, une logique de présentation des faits qui est déterminée par les ordres donnés explicitement par les puissances impérialistes qui financent, qui arment et qui médiatisent les groupes terroristes afin de fragiliser l'Afrique, d'imposer la présence militaire des troupes néocolonialistes occidentales et moyen-orientales en Afrique et de continuer à voler l'uranium, l'or, le manganèse, le coltan, eh bien, le diamant, le pétrole, le café, le cacao, le coton, le caoutchouc des Africains comme depuis 600 ans. Le terreau-journalisme est donc une succursale de l'impérial terrorisme. Et c'est cela que signifie ce mot. Un journaliste qui travaille pour les terroristes. Et les maîtres des terroristes qui sont les impérialistes. C'est un terreau-journaliste. Vous pouvez introduire ce concept. Vous pouvez introduire ce concept dans la terminologie. En sciences politiques, en philosophie politique et en analyse sociopolitique africaine. Le terreau-journalisme. On est d'accord? Est-ce que tout le monde a compris? Parce que j'avance en donnant les définitions. Phénoménologie, tout le monde sait ce que c'est. Terreau-journalisme, tout le monde sait ce que c'est. Si je dois dire ça autrement, vous me dites encore. Un terreau-journaliste, c'est quelqu'un qui paraît être un journaliste. Mais en réalité, ce n'est pas un journaliste. C'est un agent de l'impérial terrorisme. Il est là pour propager des idées qui servent les plans des puissances impérialistes qui ont envoyé Al-Qaïda et l'État islamique tuer les Africains, piller les Africains, déporter les Africains, chasser les Africains de leurs terres afin de voler leurs richesses. Alors, si vous cherchez quelques modèles du terreau-journalisme, allez vous intéresser aux travaux de Wassim Nasr, de Serge Daniel Bobo Oundada, de François Soudan, de Marwan Ben Yamed ou d'Anne-Fleur Lespio. Je vous ai donné quelques modèles du terreau-journalisme.
Maintenant, je vais entrer dans une description des caractéristiques du terrorjournalisme. D'abord, première caractéristique, le terrorjournalisme revendique toujours l'origine officielle de ces informations. Donc, c'est un journalisme qui est couvert par des États terroristes et impérialistes. Caractéristique numéro 1, s'il vous plaît, notez sous la vidéo. Après, vous allez vérifier. Les terrorjournalistes, là, ils se revendiquent toujours d'une puissance impériale terroriste. C'est-à-dire de l'une des puissances qui a saccagé la Libye en 2010-2011 dans le cadre de l'OTAN en association avec les organisations terroristes. Les terrorjournalistes, ils sont toujours protégés par l'une des puissances qui ont saccagé la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Ça, c'est un. Première caractéristique du terrorjournalisme, c'est un journalisme protégé par des puissances terror-impérialistes. Deuxième caractéristique du terrorjournalisme. Le terrorjournalisme revendique une proximité quotidienne avec les terroristes. C'est étonnant, hein? Et on a l'impression que les terrorjournalistes dorment avec les terroristes, dans le même lit. Parce que quand vous lisez Wassim Nasr, Serge Daniel Gbagbo Hundada, François Soudan, Marwan Ben Yamed, ou Anne-Fleur Lespio et compagnie, vous avez l'impression que les terroristes, eux, prennent le petit déjeuner ensemble. Donc, deuxième caractéristique, une proximité, une intimité avec les groupes terroristes. Écrivez sous la vidéo, s'il vous plaît. Nous sommes à l'Université libre de l'Afrique des libertés ici. On n'est pas en train de s'amuser. Je vous donne des critères. Après, vous allez aller vérifier. Tous ces gens-là, vous allez à nouveau voir ce qu'ils font. Serge Daniel est toujours au courant de ce qu'un chef terroriste pensait hier vers 22 h. Serge Daniel est toujours au courant de ce qu'un tel chef terroriste pensait ce matin à 6 h du matin. Serge Daniel est même capable d'annoncer des actions terroristes qui n'ont pas encore eu lieu. Et il annonce même les actions terroristes qui n'auront pas lieu. Parce que finalement, quelque chose a empêché l'opération. Et parfois, Serge Daniel annonce ça avant. Et ça n'arrive pas. Parce qu'on lui a dit qu'on va faire. Il sait qu'on lui a dit qu'on va faire. Il croit que ça va arriver. Donc, le terrorjournaliste est un ami intime des terroristes. Je prends l'exemple de Madame Anne-Fleur Lespio. Elle a dit qu'elle est entrée frauduleusement au Mali, à partir de la Mauritanie, en compagnie de chefs rebelles maliens et de chefs terroristes. Elle dit qu'elle est entrée dans les camionnettes des chefs terroristes et des chefs rebelles du nord du Mali, en provenance de Mauritanie, sans visa. Elle ne sait pas qu'elle a donné une information de taille. C'est-à-dire qu'en fait, les terroristes sont leurs amis. Ils sont tranquilles. Hein, il y a un journaliste qui a disparu ici pendant 1 ou 2 ans. Il s'appelle Olivier Dubois. Il est revenu plus gros et plus beau qu'à son départ en détention. Au point que même le quotidien Libération a quand même écrit une enquête pour dire que l'affaire là n'est pas claire. Son ami Bobo Hundada, peut-être jaloux du bon traitement que Olivier Dubois avait eu avec les terroristes, Bobo Hundada a dit que non, que le récit là n'était pas très propre, que c'était pas évident, c'était pas clair. Est-ce que vous savez comment ça s'est passé l'enlèvement de Dubois? C'est lui-même qui s'est donné aux terroristes. Olivier Dubois, on n'est pas venu le chercher quelque part. C'est lui qui s'est levé. Olivier Dubois, il s'est levé et il est allé rencontrer un chef terroriste qui lui a offert du méchoui de mouton à manger. Ensuite, ils sont partis ensemble. Et puis, quand ils sont partis là-bas, il dit qu'on l'a enlevé. Le gars revient. Toi-même, tu le vois comme ça. Tu vois que le gars, il était à la clim. Le gars était... Non, il était bien. Il était bien. Et il vous dit que lui, vraiment, il a échappé à la mort. Que vraiment... Que ce qu'il a vu là-bas... On dit, comment? Mais comment vous avez fait le jour où vous avez été kidnappé? Bon, vous n'avez pas été kidnappé. Vous êtes allé vous-même. Et puis, on lit encore l'enquête, on apprend que ce sont les terroristes qui lui avaient payé l'avion pour venir les rencontrer. Astaghfirullah. Ah, du bois. Je touche du bois. Je touche du bois. Du bois. C'est-à-dire que ces gars-là, ils sont tellement proches des terroristes que tu te demandes même quelle différence entre eux et les terroristes. Ouais. Tu dis que tu as été enlevé. Et on s'en va reconstituer les faits, c'est toi qui t'es donné. Mieux, ils t'ont payé l'avion, ils ont payé le transport pour que tu viennes les voir. Et puis, quand toi, tu t'en vas voir les terroristes, ils te donnent à manger, tu n'as même pas peur qu'on t'empoisonne. Tu as bien mangé. Et c'est toi qui t'ont logé dans l'hôtel où tu as mangé. Hein?
Tout ça, c'est le journalisme? Non, c'est du terror-journalisme. Wallahi billahi ta'ala, ça ne va pas, ça ne tient pas debout. J'ai lu l'enquête, la reconstitution des faits par Libération. C'était tellement plein de sous-entendus. Allez lire la reconstitution des faits de la Libération d'Olivier Dubois. Et c'est là que je me suis souvenu d'un article du 30 juillet 2014, publié par France 24, mais qui était la reprise d'une enquête qui était sortie dans le New York Times et le Washington Post. Une enquête qui prouvait que plus de 200 millions d'euros ont été versés aux groupes terroristes dans les années 2014, notamment par la France, à travers le mécanisme des rançons. C'est-à-dire que les terroristes sont surtout financés par les rançons. L'article montrait qu'en fait, quand on veut financer un groupe terroriste, on lui donne des otages. Ouf, les gens sont mauvais. Merde. C'est-à-dire qu'on fait semblant que le groupe terroriste a enlevé quelqu'un, et au motif de faire libérer la personne en question, on verse beaucoup d'argent aux terroristes, ce qui leur permet de payer leur personnel, d'acheter les armes et tout le reste. C'est là où France 24 a intitulé « La France, premier banquier des terroristes au Sahel ». France 24 a intitulé ça. « La France, premier banquier des terroristes au Sahel ». Tapez ça. C'est le 30 juillet 2014. C'est une pièce qui est dans mon livre majeur. Je l'ai cité dans mon livre majeur, « L'impérial terrorisme ». Une des rares fois où France 24 s'est aventurée au pays de la vérité. C'était pour dire que la France est le premier banquier des djihadistes au Sahel. À travers le mécanisme, c'est-à-dire que voilà la deuxième caractéristique du terror-journaliste. Le terror-journaliste, c'est l'ami des terroristes. C'est leur confident. C'est leur intime. Ils sont dans le même lit. Ils dorment ensemble, ils se réveillent ensemble. Ils se brossent les dents côte à côte. Quand ils se brossent les dents là, quand les terroristes se brossent les dents, eux ils entendent. Quand eux ils se brossent les dents, les terroristes entendent. Tellement il y a une promiscuité entre eux. Deuxième caractéristique du terror-journalisme. Troisième caractéristique du terror-journalisme, il invente des sources à l'intérieur des territoires où il n'a pas pied. L'invention de sources. Vous allez vous rendre compte que Bobo Oudada s'assoit à Dakar et il dit que quelqu'un qui est à Gao lui a parlé. En fait, les terror-journalistes sont des écrivains de science-fiction. C'est des écrivains de science-fiction. Le gars s'assoit et dit, selon la population de Gao que nous avons contactée utilement, et dont selon un certain nombre d'habitants de Gao qui ont gardé l'anonymat, l'armée malienne et les supplétifs russes ont procédé à de nombreuses exactions, tuant un chef de famille qui était en train simplement de tondre ses moutons dans la cour. Les habitants de la ville de Kidal que nous avons approchés et qui ont gardé l'anonymat nous ont dit que c'était un massacre scabreux qui s'est produit devant eux. Astaghfirullah, c'est Daniel. C'est Daniel. En septembre, là, on attend souvent la sortie des romans. Écrivez votre roman. Spécialisez-vous, faites du roman de science-fiction lié au terrorisme. Ça va aller? Et là, assis à Dakar, il invente ce que quelqu'un a dit à Gao. Ce quelqu'un qui l'a inventé à Gao, là, il est dans la tête de Serge Daniel. Il est dans la tête de François Soudan. Il est dans la tête de Marwan Ben Yamed. Dan Fleur l'espion. Ces gens-là sont dans leur tête. Ils ne sont pas dans la réalité. Donc, troisième caractéristique, ce sont des amateurs de science-fiction déguisés en journalisme. La science-fiction. Ce sont des inventeurs de faux témoins. Et comme ils ont une excuse liée à la déontologie de la presse, c'est qu'on ne peut pas forcer. Dans plusieurs systèmes judiciaires, on dit que les sources sont... le journaliste a le droit, il y a un droit particulier du journalisme qu'on appelle le secret des sources. Mais c'est l'abus du secret des sources. Ils sont très forts pour ça. Comme ils peuvent toujours dire, en ma qualité de journaliste, j'ai le droit de garder le silence sur mes sources. À cause de ce silence sur les sources là, wallahi billahi talai. Les gars, ils nous mettent le mensonge à haute dose. À Bamako, le prix du pain se serait multiplié par 8. Selon des habitants de Bamako, que nous avons utilement consultés, mais qui ont souhaité garder l'anonymat, vous trouverez ça dans tous leurs machins. Hein? Des gens qui ont souhaité garder l'anonymat. Ces gens n'existent pas. Hein? Ces gens sont des créations. C'est de la haute fiction. La haute fiction journalistique. Alors, ils vous disent, on garde l'anonymat de ces personnes, évidemment, pour qu'elles ne puissent pas subir des persécutions. Vous voyez comment ils sont? Et c'est à ces personnes qui gardent l'anonymat, ces personnes fictives qui gardent l'anonymat, que sont confiés les témoignages les plus accablants. De nombreux témoins de la scène
lors de laquelle les supplétifs de Wagner ont assassiné 30 villageois en buvant leur sang, ces témoins qui ont souhaité garder l'anonymat, astaghfirullah, non, c'est trop. Vous mentez, vous mentez, vous mentez, vous mentez. Et vous confiez ça à des témoins qui ont souhaité garder l'anonymat. Aya Sidibé, il ne faut pas tomber de ta chaise. Wallah, c'est la vérité. Ceux-là mentent. C'est-à-dire que les Bobo Ndada comme ça, le jour de leur mort, on les enterre face contre terre. Ils ne peuvent pas regarder Dieu en face. C'est pas possible. Non, non, c'est trop. Chaque paragraphe, ils inventent un témoin qui n'existait pas une seconde plus tôt. Merde. Un Zentoya. Non, le terreau-journalisme. Donc voilà la troisième caractéristique. Vous avez noté, c'est l'abus du le journalisme fiction. La création de témoins imaginaires et de faits non moins imaginaires. Ces gens devraient être inscrits dans les salons littéraires de science-fiction appliqués au terrorisme. Moi, je suis sûr que Serge Daniel Bobo Ndada, notamment avec son nom africain original, peut être un grand romancier de science-fiction lié au terrorisme. Il peut faire du polar de terrorisme. Il est très fort pour ça. Parce que le gars, il est assis à Dakar, en train de manger son riz sauce d'arachide, et il crée dans sa tête ce qui se passe au Mali. Il crée. Et puis, il dit ça au journal de 13 heures. Bon, et puis avec une solennité telle que c'est vraiment un pince sans rire. Le gars ment, mais sereinement. Il a acquis la capacité d'Alassane Dramane Ouattara. Il ment, mais sans difficulté. Il ment normalement. Hein? Dieudonné Mbala, le grand comédien franco-camerounais, il a un sketch comme ça, où il s'improvise comme quelqu'un qui veut apprendre à mentir. Alors, c'est quelqu'un qui ne dit jamais, un type qui ne dit jamais ses sentiments, qui n'a jamais appelé sa femme ma chérie, jamais, 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 jamais. Et puis, qui tout d'un coup, bon, décide d'être malin, il rentre chez lui, il trouve sa femme, il dit, bon, hé, chérie Coco, mon amour, sa femme lui dit, tu mens. Sa femme lui dit, tu mens. Quand vous regardez Mbala là, quand vous-même vous regardez, quand vous regardez Bobo Ndada, ben, c'est lui seul qui croit qu'on peut le croire. Parce qu'il y a longtemps qu'on sait que ce que Wassim Nasr dit est faux. Ce que Bobo Ndada dit est faux. François Soudan, faux. Marwan Ben Yamed, faux. La plupart du temps. Ils ne disent la vérité que quand cela ne touche pas à leurs intérêts. J'imagine, ceux-là aussi disent la vérité de temps en temps, hein, mais uniquement quand leurs intérêts ne sont pas en jeu. Bon, voilà. C'est-à-dire, voilà, si tu lui demandes, par exemple, où se trouve la tour Eiffel, il peut t'indiquer. Parce que, bon, là, il n'y a pas de problème, quoi. Marwan Ben Yamed peut te montrer la tour Eiffel. Si tu le croises dans la rue, tu viens d'arriver à Paris, il te montre. Parce que, de toute façon, son intérêt n'est pas en jeu dedans. Mais si tu demandes à Marwan Ben Yamed de dire la vérité sur le parrainage du terrorisme au Sahel, wallahi, c'est exactement comme si tu allais dire à Satan, eh ben, de devenir Jésus. Impossible. Satan, son rôle, c'est l'ange des enfers. Il travaille là-bas. Tu demandes de devenir Jésus, bon, il dit, va me chercher une tunique, je vais m'habiller en Jésus, mais je resterai Satan. C'est ce qu'on appelle la beauté du diable. Donc, ces gens-là, c'est des amateurs de science-fiction, de journalisme fiction, sont des menteurs. Ils sont des mythomanes normalisés. Il y a une quatrième caractéristique du terreau-journalisme. C'est un journalisme solidaire. C'est-à-dire que les pratiquants du terreau-journalisme sont solidaires entre eux. C'est-à-dire qu'ils consolident leurs mensonges les uns par ceux des autres. Notez la quatrième caractéristique. J'en ai donné 4. N'oubliez pas les 4 caractéristiques. 1. La protection d'un État terreau-impérialiste. Caractéristique 1. 2. L'intimité revendiquée avec les terroristes. 3. La fiction, la mythomanie, l'invention de faux témoignages et de fausses situations. Ça, c'est leur fort. Maintenant, 4e caractéristique. La solidarité de con entre terreau-journalistes. C'est-à-dire que
Les mensonges de Bobo Oudada permettent à Marwan Ben Yamed de renforcer ses mensonges. Les mensonges de François Soudan permettent à Anne-Fleur Lespio, à Serge Daniel Bobo Oudada, à Wassim Nasr. Ils se renforcent les uns les autres. C'est une véritable solidarité, une solidarité des cons ennemis de l'Afrique. Ils travaillent en meute. Quand un veut mentir, il fait d'abord la synthèse des mensonges de ses camarades. Et il intègre ça pour renforcer son mensonge. Donc, en fait, il s'agit d'un véritable complot de désinformation contre l'Afrique. Et comme il travaille directement avec les renseignements généraux des puissances terro-impérialistes, il y a donc une cohérence, mais c'est une cohérence démoniaque. Leurs mensonges sont coordonnés. Mais quelle que soit la puissance de coordination des mensonges, il finit toujours par y apparaître des contradictions. Vous savez, le mythomane, son problème, c'est que à un moment donné, il ment tellement qu'il finit par croire lui-même en son mensonge. C'est là qu'on l'attrape. Eux-mêmes, c'est pareil. Quand ils se mettent à se valider réciproquement, ils ne se rendent pas compte que certaines validations trahissent et montrent des contradictions. Et voilà comment on les attrape. Voilà leur quatrième caractéristique. Enfin, ils ont tous une cinquième caractéristique, tous ces gens-là. C'est qu'en fait, tout ce journalisme-là, ils le font pour l'argent. L'argent, c'est tout. Le nerf de toute leur guerre, là, c'est l'argent. C'est l'argent. Quand j'ai vu Olivier Dubois revenir du Sahel, j'ai senti que le gars allait avoir une bonne vie. Merde! Hein? Un séjour fructueux chez les terroristes. Fructueux! Quand vous voyez leurs reportages mensongers qu'ils font là, ça leur rapporte gros, hein? Mais c'est pas possible. Donc, ils ont un dieu, c'est l'argent roi. C'est pas des gens qui aiment plus la France que l'Afrique. Hein. Non, ils aiment plus le fric que quoi que ce soit d'autre. Parce qu'ils gagnent leur vie de cette façon. Là, le pouvoir de l'argent. Voilà leur dieu. C'est donc du journalisme sur commande. C'est donc du journalisme orienté. C'est du journalisme thématisé, budgétisé. C'est du journalisme alimentaire. Voilà, c'est ça. Voilà les caractéristiques phénoménologiques du terreau-journalisme. On va ajouter une sixième, parce que j'aime appliquer toujours le chiffre 6 à tout ce qui est mauvais. Ils ont une sixième caractéristique. Sixième caractéristique. Après leur dieu, qui est l'argent, c'est le mépris des Africains. Une condescendance négrière, raciste, coloniale, néocoloniale, impérialiste. Même quand ils sont noirs, ils n'aiment pas les noirs. C'est-à-dire, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Leur journalisme est habité par le mépris de l'humanité africaine. Ils ne prennent pas les Africains pour des êtres humains. Non. S'ils prenaient les Africains pour des êtres humains, ils ne consacreraient pas leur vie à mentir sur la souffrance des Africains. Donc ce sont des gens qui sont travaillés par des problématiques de complexe de supériorité quand ils se croient blancs ou de complexe d'infériorité quand ils se regardent en tant que noirs comme des êtres inférieurs. Ce sont des complexés raciologiques. Des complexés raciologiques. Voilà ce que je tenais à vous offrir comme description phénoménologique du terreau-journalisme africain. J'ai donné les 6 caractéristiques de cette diablerie. 1. C'est un journalisme qui est soutenu par les puissances impériales terroristes. 2. C'est un journalisme en réalité qui cache mal l'intimité avec les groupes terroristes, de ces journalistes qui sont par là des terreau-journalistes. C'est-à-dire, en fait, des propagandistes des groupes terroristes. 3. C'est un journalisme de science-fiction. 3e caractéristique, c'est un journalisme de science-fiction. 4e caractéristique, c'est un journalisme de solidarité des menteurs. C'est un journalisme caractérisé par une solidarité de classe.
Entre terreau-journalistes, on se soutient, on se tient par la barbichette. Cinquièmement, c'est un journalisme fortement teinté d'espèces sonnantes et trébuchantes. C'est un journalisme dédié au veau d'or du siècle, l'argent. Et enfin, sixième caractéristique, et non des moindres, vous disais-je, le terreau-journalisme est bâti sur le racisme multiséculaire, et notamment le mépris de l'Africain. Voilà. Une fois que vous maîtrisez ces 5 caractéristiques, le spectacle donné par Wassim Nasr, Serge Daniel Bobo Dada, François Soudan, Marwan Ben Yamed, Anne-Fleur Lespio et compagnie, ce spectacle-là est bien géré. Vous ne vous laisserez plus jamais impressionner par leur rodomontade, par leur esbrouf. Voilà. Mes objectifs sont atteints. Ça fait 2h11 que je vous parlais. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Salut à toi, Eno. Gogo Sami, merci. Tina Star, Shango, merci beaucoup. Vous étiez nombreux à suivre ce programme. Vous étiez 6 000, environ 6 000 à 7 000 sur YouTube et Facebook. Et maintenant, je vais savoir combien vous étiez sur TikTok, Afrique des Libertés, TikTok. Maman. Et Donatien Bayo Yamara, Bibaramo. Abba les terreau-journalistes. Afo Daramaïsa, merci. Les terreau-journalistes, on a leur macabo. Abdoulaye Baldé, béni sois-tu. Maurice Django. Vive les véritables journalistes qui, à travers le monde, travaillent pour la vérité. Ceux qui ont le courage de la vérité d'un Noam Chomsky, ceux qui se battent pour que le monde soit informé, qu'il soit salué. Alimatou Bari, béni sois-tu. Loi